Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Maxime Blondel, CEO de The Secret Company. C'est plaisir de t'avoir du coup parmi nous et on va parler de storytelling pour ne plus avoir besoin de faire du growth. Déjà Maxime, merci d'être là, comment tu vas? Plaisir, ça va très bien, et toi? Bah ouais, très bien. Moi, un petit peu enrhumé aujourd'hui, je pense que c'est la période. Après les fêtes, on s'est tous chopé la petite grippe, ou même avant. Mais du coup, voilà, je parle un petit peu du nez, mais sinon tout va bien. Tout est très bon. Est-ce que tu peux rappeler du coup aux gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent peut-être pas encore, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Secret Company? Parce que c'est quand même une thématique assez particulière et c'est ultra intéressant quand même ce que tu as mis en place. Ouais, très simplement, donc je m'appelle Maxime Blondel, j'ai 27 ans, ça fait 3 ans que j'ai créé The Secret Company. On est un collectif d'entrepreneurs avec chacun des spécialités très différentes. On est une dizaine aujourd'hui dans ce collectif et on a un métier qui est un métier un peu singulier, qui est celui du startup studio. Ça veut dire que tous les ans, on se met autour de la table avec les entrepreneurs dans ce collectif. On est tous à plein temps sur ce collectif qui s'appelle The Secret Company. Et on va se mettre d'accord sur des problèmes qu'on veut attaquer ensemble et qu'on veut résoudre en montant une startup, une solution, principalement du produit digital, du logiciel, de l'app mobile, de la marketplace, etc. Alors ça va être des problèmes qu'on veut attaquer et parfois juste des sortes de lubies, des idées de startup, comme on dit. Et donc on va tous les ans se concentrer sur 2 à 3 idées de startup. Et pour ça, très simplement, on va chercher pour chacune d'entre elles le CEO idéal et on va cofonder cette entreprise avec lui. Et on va l'aider à trouver ses cofondateurs, ses premiers clients, designer une première version de solution, mettre en place la culture entreprise, recruter les premiers employés. Et on va l'accompagner de façon très main dans le cambouis jusque 12 à 18 mois et jusqu'en fait à la fin de la levée de fonds. Nous, on s'arrête sur l'accompagnement à la fin de la levée de fonds. Et ça fait 3 ans qu'on joue à ce jeu-là. On s'amuse bien. Et je peux te le dire en quelques chiffres, ces 3 dernières années, donc on a monté une petite dizaine de sociétés. Et le revenu récurrent annuel, l'ARR comme on l'appelle, de ces sociétés au cumulé vient de dépasser les 20 millions d'euros. Donc on est assez content. Maintenant, le plus dur reste à faire. C'est incroyable. C'est un chiffre quand même qui est assez fou, 20 millions d'euros d'ARR. Et puis même, c'était le sujet justement, au début, on s'était dit avec Maxime, ok, moi je voulais interviewer Maxime sur le fait de comment générer justement un maximum d'ARR. Et c'est drôle parce que justement, sa réponse c'était, c'est très bien le côté ARR, c'est top, le growth c'est très bien, mais en vrai, ce qui compte le plus, c'est quand même le storytelling. Et le gros, c'est aussi un peu pour les nazes. Donc c'était trop drôle, j'ai bien aimé cette approche et du coup on s'est dit que c'était le sujet justement qu'on allait mettre en place. Est-ce que tu peux justement nous expliquer, en rentrant dans le vif du sujet, qu'est-ce que déjà du storytelling? Moi je vois le storytelling au sens large. Déjà du storytelling t'en fais en permanence. Tu vas raconter, quand tu communiques avec des humains, quoi que tu leur racontes et que tu le fasses avec brio ou pas, tu racontes ton histoire. Qu'elle soit passionnante ou pas, tu racontes une histoire. Et quand tu entreprends, tu dois raconter des histoires à plein de gens en fait, des associés pour qu'ils te rejoignent, des employés pour qu'ils te rejoignent parce que voilà, le marché du travail, le marché des talents, c'est compliqué, des clients pour les convaincre d'acheter ta solution. Quand tu rédiges ton site web et que tu designes ton site web, tu racontes une histoire, tu essayes de raconter une histoire et une histoire qui va influer, qui va convaincre et si possible qui va même provoquer un effet, ce qu'on appelle un effet waouh chez ton interlocuteur. Et il va falloir aussi convaincre peut-être des investisseurs plus tard. Il va falloir convaincre plein de monde en fait, tout le temps. Et donc que ce soit à l'oral, que ce soit dans les médias, que ce soit dans une négociation en one-one, que ce soit sur ton site web, que ce soit sur tes réseaux sociaux quand tu réécris ton profil LinkedIn par exemple, le but c'est de raconter des histoires. Et
c'est en ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des frameworks pour raconter des histoires. Le plus connu, c'est situation initiale, élément perturbateur, conclusion. Il y a des choses comme ça. Et c'est pour ça que je te disais, le gros hacking, c'est un truc de loser parce que par définition, c'est des hacks, c'est de l'optimisation. Mais la base d'un bon produit pour le vendre, c'est effectivement que le produit soit bon, mais surtout de raconter une bonne histoire. Prenons le gourou de tout le monde. Moi, c'est pas spécialement mon gourou, mais il faut admettre qu'il c'est un génie. Steve Jobs, il cherchait pas des grosses hacks pour vendre ses devices, pour vendre que ce soit le MacBook ou les téléphones. Non, il va raconter une histoire dans l'image de marque, dans le design, dans le branding, dans le funnel de vente, dans la façon dont les conseillers en magasin vont te présenter le produit, dans la façon dont ils sont habillés. Et en fait, tout est un message. Que ce soit un message oral ou un message, tu vois, la façon dont tu es habillé, la façon dont tu te comportes, la façon dont tu accueilles tes clients. Et tout ça est passionnant. Et c'est pour ça que moi, je préfère me concentrer sur le storytelling et pas sur les grosses hacks. Et je peux te donner un exemple plus concret. Là, on a on terminait un batch de 12 mois chez Secret Company. On a deux sociétés qui levaient des fonds. Okay. On a de la chance, elles ont des chiffres incroyables, une équipe incroyable. C'est honnêtement, depuis 3 ans, notre meilleur batch. C'est les meilleures boîtes qu'on ait créées à date. Trop bien. Et je réalisais à quel point le storytelling était pas un exercice facile pour tout le monde. C'est que eux, ils se disaient, ouah, j'ai jamais été voir d'investisseurs, comment je vais faire, je sais pas trop quoi leur présenter. Et je leur dis, bah, c'est un peu comme un date Tinder. Tu connais pas la personne en face de toi, tu arrives avec un peu d'appréhension, elle te fait peur, mais évidemment qu'il faut pas mentir, parce que sinon tu bases ta relation sur des fondations qui sont un mensonge et qui sont pas solides. Et que ça se voit de toute façon. Mais, évidemment que le but est de mettre ton plus bel habit ce jour-là, d'avoir la meilleure énergie, d'être le plus drôle et d'être le plus convaincant. Et donc de créer une histoire. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un peu comme moi j'aime bien la métaphore du kiné. Un entrepreneur, c'est un peu un kiné. Un entrepreneur, il doit manipuler la réalité pour la mettre en sa faveur. Et en fait, il doit manipuler l'exécution de la réalité. Et ben c'est pareil dans une levée de fonds. Un kiné, il va te manipuler pour ton bien, et donc il met son talent au service du bien, mais il te manipule. Et la communication, c'est la manipulation. Donc le storytelling doit en être. Et quand tu vends des téléphones et que tu t'appelles Apple et que tu vends du design incroyable, il y a une forme de manipulation là-dedans, et il faut l'accepter. Et je pense que c'est l'art que tout le monde devrait essayer de maîtriser avant les grosses hacks ou je ne sais quoi, qui ne sont pas des choses très durables et qui sont de l'optimisation. C'est pas des fondations. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Souvent, le growth, on se dit, OK, bon, je lance ma boîte et tout, faut que je mette en place du growth, etc. Alors que non, en fait, on en parlait justement avec Hugo Benz dans un épisode. Lui, il a monté aussi pas mal de boîtes. Première boîte, il faisait pas de growth, hein. Il prend une liste de 50 personnes, il va les appeler, il a un produit, une offre, il co-construit avec eux, il raconte son histoire, justement, et c'est comme ça que ça avance. Et après, une fois qu'il a une équipe de sales et toutes les fondations sont bien solides, là, il va mettre en place justement de l'optimisation, du growth pour faire accélérer la boîte. Et du coup, ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis. Et du coup, le storytelling, effectivement, c'est un art, c'est quelque chose qui est assez compliqué, tu en as besoin tout le temps. Quelles sont un peu pour toi les clés, les étapes pour construire un bon storytelling qui va convaincre? Beaucoup d'empathie et beaucoup de tests. Il faut tester. C'est un exercice qui se fait dans la durée et qui se fait à l'effort. Il va falloir essayer de. Alors déjà, je pense qu'il faut se former à la psychologie humaine et essayer de comprendre qu'est-ce qui attise la curiosité et l'attention des humains de façon générale. Donc tu vois, tu peux activer des vices, tu peux activer des envies profondes, des envies inavouées. Tu peux activer différents leviers comme, je sais pas, le fear of missing out, le FOMO, ce genre de choses. Maintenant, ça, il faut l'étudier dans des livres de psychologie et ça t'aidera beaucoup en marketing de façon générale. Après, une bonne histoire, elle a en général un framework en 3 étapes qui est très simple. C'est une situation initiale où tu poses le contexte. Ensuite, tu vas y apporter un élément perturbateur. Et là, le but, c'est de créer un effet un peu choquant qui garde l'attention. Parce qu'une fois que tu l'as capté, il faut la garder. Et ensuite, il faut amener à une conclusion. Et la conclusion, en général, c'est un mic drop. C'est un effet wow. Et j'aime bien ce framework en 3 étapes. Et tu devrais tout construire. C'est comme quand tu fais un truc en bullet point. Il y en a qui mettent, où ils présentent leur produit en 4-5 paragraphes. Non, la règle des 3, c'est une bonne règle. Tu mets des bullet points, 3 bullet points. C'est difficile. Ça te demande de faire des choix. Mais choisir, c'est renoncer. Et c'est en entrepreneuriat,
faire des choix, c'est quand même la fondation de tout, quoi. Se fermer à un segment de clientèle, en fait, c'est te permettre d'être bien meilleur sur un autre sur lequel tu vas te concentrer. OK, très clair et du coup, là, par exemple, ce storytelling, est-ce que toi, selon toi, de ce que tu as vu, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Est-ce que c'est de storyteller, les fondateurs, leur histoire, leur parcours et cetera? Est-ce que ça va être plutôt la création du produit? Comment, ce produit est né? Quels sont Mm. est-ce que tu as même des exemples peut-être de Ouais. storytelling qui marchent bien et que tu as vu ou que tu as fait? Il faut le voir à 360 degrés. L'erreur que font la majorité des entrepreneurs, c'est qu'ils vont passer beaucoup de temps tu vois, à travailler donc le design de leur logo, de leur site web, le copywriting de leur site web. Mais les clients aujourd'hui achètent avec leur cœur et achètent en faisant des recherches. Et donc ils vont regarder et ils sont sensibles. Hein. Ils vont regarder beaucoup plus en profondeur que ce qu'on ne le pense. Et donc ils vont regarder l'équipe qui est derrière le produit. Et en fait, du coup, les meilleures boîtes, moi je réalise, sont les boîtes qui sont alignées de A à Z. Et en fait, sur toute la chaîne de valeur, c'est aligné. Je donne un exemple. Prenons des entrepreneurs qui sont qui n'ont pas le profil typique du costard cravate, tu vois, qui ont une barbe et des cheveux longs et qui sont plutôt joviales, qui sont fun. Très bien. J'en vois plein. Hein. Et Ouais. j'en vois certains de ce type-là qui font des boîtes, mais chiantes à mourir, parce qu'on leur a dit que le business était chiant, alors que ça peut être très fun, le business, et qui font des boîtes fades, alors qu'ils sont pas à leur image. Alors qu'un bon produit, une bonne présentation du produit de ces gens-là, évidemment que ce serait une landing page qui sort des carcans, avec un design, à la limite, what the fuck, qui choquerait. Mais du coup, tu vois, moi, en tant que consommateur, je vais voir l'entrepreneur, je vais voir son produit, et je vais me dire, OK, en fait, son produit, il lui ressemble. J'ai envie de lui faire confiance. Il y a un truc qui colle. Et donc, ta chaîne de valeur, elle s'aligne. Une fois que ton produit, il est aligné avec qui t'es toi, aussi fun que toi, il faut que ton SAV, il soit aussi fun que ton produit. Tu fais pas un SAV chiant, tu vois, je sais pas, comme une marque de téléphonie. Non. Tu vas faire un SAV où, je sais pas, tu vas donner des cours de théâtre à tes responsables du SAV. Il faut créer une histoire. Et le sujet, par exemple, Gruppo Mimo le fait très bien. Gruppo Mimo, t'arrives, tu te crois en Italie. Mais de A à Z, il y a la chaîne de valeur, tu vois, tu te crois en Italie. Mais parce qu'ils ont travaillé tout storytelling. Et ça se joue sur des détails et ça se joue de la première seconde du premier rendez-vous Tinder à la dernière seconde. Celle où, tu vois, où tu dis, ah, j'ai passé un bon moment. Et j'ai un exemple très concret. Nous, prenons l'exemple de une entreprise qu'on a créée il y a 12 mois, s'appelle joinfreeland.com. On a eu une vision du marché qui était que on pense que le système éducatif est en train de s'écrouler. On trouve anormal qu'il y ait des écoles encore en vie qui attirent la majorité des étudiants, qui durent 5 ans, qui coûtent 15 000 € l'année et dont les étudiants sortent en disant j'ai rien appris, mais bon, c'était un passage obligé. Non, la vie, ça fonctionne pas comme ça. Normalement, une école, ça t'apprend quelque chose, si possible, dans un temps qui est correct, pas 50, ça te prend pas 5 ans de ta vie. Et en fait, quand on interrogeait les étudiants, ils nous disaient, en fait, j'avais que 3 heures de cours par jour, les cours étaient nuls, enfin, tu vois, la classique. Mais bon, je l'ai fait parce que socialement, il faut le faire et qu'on m'a dit de le faire. Et donc, il y a un truc qui allait pas. Et donc, nous, on parie sur l'effondrement de ce système éducatif. Et on s'est dit que voilà, il y avait beaucoup de choses très intéressantes aujourd'hui. C'est qu'on pouvait former des gens à des métiers d'avenir. Je te donne des exemples, hein. Monteur vidéo, développeur Python, virtual assistant, des métiers d'avenir, tu vois, qui ont la cote et qui sont demandés par le marché, donc qui sont en pénurie. Et on peut former les gens, je pense, ça dépend les métiers, mais entre 2 et 6 mois, des sortes de bootcamp, de la formation accélérée mais intensive. Et pourquoi pas de la formation à distance, de la formation où les gens pourraient, tu vois, vraiment ne choisiraient pas l'école du coin, choisiraient la formation qu'ils ont vraiment envie. Et en bref, on veut réinventer le marché de l'éducation en créant le premier groupe d'écoles online qui forment à des métiers d'avenir. Ça s'appelle Join Freeland et on a Join Freeland. Freeland, c'est une île. C'est un Eldorado futuriste et c'est une île flottante, tu vois. C'est une île futuriste. Mais on aurait pu l'appeler comme toutes les startups, je sais pas, myeducation.com ou j'en sais rien, tu vois, les trucs classiques, quoi. Your Education ou j'en sais rien. Mais en fait, on s'est dit non, on n'a pas envie d'avoir ces noms à la con qui transmettent rien comme émotion. Non, on a envie de créer une histoire. L'éducation sur Terre est relou. Bon, créons une éducation futuriste sur une sorte d'île flottante, comme une planète, tu vois, dans laquelle les gens, ils atterriraient. Il y a tout un univers. Et presque comme quand tu vas
Notre logo, il est un peu comme ça, tu vois, il est en arc de cercle. Ok. Et ce qui notre inspiration, c'était Tomorrowland. Quand tu vas à Tomorrowland, c'est une bulle d'air, le temps s'arrête. C'est un monde artificiel, mais de bonheur dans une réalité morose. Et tu vois, si tu regardes les founders, tu prends Sacha, Corentin, ils ont drop out, ils sont singuliers, tu leur mettrais pas un costard et une cravate. Et du coup, de A à Z, et là, ils ont levé des fonds, ils ont levé des fonds en Intercore, ils ont levé des fonds en plusieurs millions d'euros en 7 à 10 jours. Tu vois, tout le monde leur disait que non, ça se faisait au mieux 30 jours. Bah non, ils l'ont fait dans un temps record. Mais pourquoi? Parce que déjà, ils ont des chiffres incroyables. On a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année. On a formé 1300 étudiants. Et quand les investisseurs ont vu l'histoire qu'on a créée, donc tu as les slides, tu as le message mail ou inbox que tu associes au slide, tu as le pitch derrière que nous, on s'est entraîné, tu vois, genre quand on démarrait les Zooms, on a inversé le rapport de force. C'était pas les investisseurs qu'on voulait convaincre, c'était à eux de nous convaincre de prendre leur argent, tu vois. Et en fait, eux, ils voyaient notre branding, ils voyaient les fondateurs qui sont des ovnis, le branding est un ovni, notre métier est un ovni, notre vision, elle est ovni parce qu'on dit vraiment qu'on veut défoncer les écoles actuelles. Tu regardes tout ça et tu te dis, OK, ovni, ça paraît fou. Habituellement, je le croirais pas, mais vu que tout est aligné sur la chaîne de valeur, alignement, vas-y, j'y vais. Ça paraît complètement fou, mais j'y vais. Ok, je vois. Mais en vrai, c'est drôle parce que le mot que tu as dit et que je trouve ultra juste, c'est le mot univers. C'est que tu vas plonger les gens dans une chaîne de valeur complète qui va être totalement homogène, entre guillemets. C'est vrai que si dans ta chaîne de valeur, il y a seulement un truc qui est ovni, là, tu dis, oula, c'est trop bizarre. Là, ils ont fait de la merde, etc. Ça va pas du tout. À l'inverse, si tout est effectivement aligné sur cette thématique-là, tu vois que tu es dans un univers, tu es plongé et effectivement, tu es dans une autre dimension, quoi. Grave. C'est vraiment l'esprit. T'as raison. Univers. Créer un univers. Et du coup, là, cet univers, à quel point tu le communiques et tu le véhicules? Donc, on l'a dit, tu vois, dans la chaîne de valeur, il faut qu'on le voit, donc c'est-à-dire à chaque moment, à chaque interaction. Est-ce que quand tu vas le communiquer, je sais pas, sur les réseaux, tu vas le communiquer différemment? Comment tu vas communiquer bien, justement, ce storytelling pour faire en sorte qu'il ait encore plus d'impact? Déjà, l'humain n'est pas un acteur infaillible, voire l'humain est très souvent un mauvais acteur. La majorité des gens savent pas, tu vois, vendre, storyteller, raconter des histoires ou même jouer un rôle. Et parfois, il faut le faire. Quand tu as une table de négo et que tu es un entrepreneur, tu restes une personne qui a ses hauts et ses bas. Et parfois, tu vas à la table de négo et tu es en poker face. Tu fais genre que tu gères, mais tu gères. Enfin, tu vois, tu le sais que toi, tu es en mode. C'est un challenge, c'est la première fois, par exemple. Donc, ça, le tenir sur quelques heures, je pense que tout le monde en est capable. Maintenant, tenir un storytelling et une histoire qui ne te correspond pas sur des années, parce que ça te prend des années de créer une belle boîte, c'est impossible. Donc, la solution que j'ai trouvée à ça, c'est de partir de qui sont les entrepreneurs. Moi, je pars toujours des entrepreneurs que j'ai en face de moi. J'essaie de comprendre qui ils sont, à quoi ils ressemblent, à quelle image, à quelle caricature ils me font penser, dans quel film je les verrais bien le héros, en fait. Ok, Et, c'est drôle, ça. Et de ça, derrière, déjà, on va leur trouver un projet entrepreneurial qui correspond à ce qu'ils sont, qui sont leurs soft skills, leurs hard skills, leur histoire, leurs appétences, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, où est-ce qu'ils sont forts, où est-ce qu'ils sont mauvais. Et derrière, si tu leur trouves un projet qui leur correspond, qui devient leur projet de vie, qui a un truc qui les fait vibrer, c'est pas très compliqué. Le branding, il va falloir qu'il leur ressemble. La façon de communiquer de l'entreprise, il va falloir qu'elle leur ressemble. Ce qui ferait que pour eux, ce sera pas un effort, ce sera du naturel. Et en fait, ils seront la meilleure égérie de leur boîte. La meilleure égérie pour trouver des clients, des employés, des cofondateurs, des investisseurs, convaincre des banquiers, etc. Et en fait, si tout est naturel, si tout découle et tout est aligné, tout sera simple, tout sera facilité. Ouais, et en fait, ce que tu dis, c'est que souvent, on veut faire un branding, tu vois, autour d'une boîte, etc. Mais en fait, tu as raison, c'est les humains qui sont derrière cette boîte qui vont en parler, qui vont le véhiculer, et il faut que ce soit aligné avec eux, sinon ça n'a aucun sens. Ouais. Et pour ça, je pense que la visualisation est un bon exercice. Tu vois, c'est un exercice que font beaucoup les sportifs de haut niveau. La veille d'une grande compète, ils font de la visualisation. Et en fait, avant d'arriver sur le terrain, ils ont déjà fait un match. Ils l'ont déjà fait ce match, une ou deux fois. Ce qui fait que c'est leur troisième match techniquement. Ouais. Et c'est des techniques que leur coach mental leur conseille. Ça marche très très bien. Les entrepreneurs le font aussi devraient le faire en tout cas par exemple, s'ils participent à une conférence et que ça les fait stresser, vaut mieux arriver sur la scène en ayant déjà fait que avec le stress de l'avoir jamais fait. Et
l'avoir fait dans sa tête, ça compte comme l'avoir quasiment fait dans le réel. Hein. Mhm. Et bah, c'est un peu pareil pour le storytelling. Et le storytelling, moi, que j'appelle entrepreneurial. Quand tu écris une histoire entrepreneuriale, quand tu démarres une aventure, tu devrais faire l'exercice de te dire, OK, ma vie est un film ou ma vie est un roman, par exemple, ou ma vie est un film de cinéma. Dans l'idéal, dans 1 an, dans 12 mois, comment je voudrais être dans ce film? Et bah, dans l'idéal, dans 12 mois, tu veux que le film soit bien déroulé et que, même s'il y a eu des hauts et des bas, ta boîte fasse du chiffre d'affaires, tu as des associés avec qui tu t'entends bien, tu as des employés, etc. Et donc, tu peux faire un exercice de projection mentale comme ça. Et en fait, si tu le fais, tu vas arriver à voir qu'est-ce que tu dois faire pour en arriver là. Et donc, c'est de la pure projection mentale. De la même façon que moi, quand je vois des entrepreneurs, je me dis, OK, dans quel film il pourrait être un héros? C'est la caricature de quoi? Et si tu fais cette projection mentale, ça te facilite la vie et tu vas réussir à écrire cette belle histoire. Dans la même logique où je te disais, un entrepreneur, son rôle, c'est de manipuler la réalité, de manipuler l'exécution de la réalité. Et dans ce cas-là, franchement, tous les soirs, se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire d'incroyable demain dans ma journée pour manipuler la réalité à mon avantage? Toujours avec, on s'entend, hein, Oui, avec. bien sûr. Non, mais il faut bien sûr, tu vois, toujours manipuler pour le bien, pas pour le mal. Il faut de l'éthique. L'éthique, c'est propre à chacun, mais il faut de l'éthique, évidemment. Mais c'est un super exercice, en vrai. Ce genre de projection mentale, ça change la vie. Ça, c'est intéressant, ça me fait penser. Moi, j'ai fait exactement la même technique quand j'étais passé sur BFM Business, on a été invité avec Grosse Hiring. Et du coup, bah, je me suis retrouvé sur un plateau et j'avais jamais fait ça de ma vie. Et moi, je me suis mis en tête, mais t'inquiète, c'est la 20e fois que tu le fais. T'es déjà passé dans 20 émissions. Tranquille. Et du coup, là, c'est allé tout seul parce que du coup, t'avais une sorte, bah, t'as un peu hacké ton cerveau. Et du coup, t'avais une sorte de confiance en toi où tu te dis, bon, voilà, c'est bon, tu vois, c'est la 21e fois, ça va le faire. Et du coup, là, dans ton storytelling aussi, tu parles vraiment de projection, de futur. Est-ce que justement, dans le pitch que tu fais, est-ce que tu as quand même cette vision, à quel point tu parles de la vision long terme? Donc effectivement, il y a le passé, la naissance de la boîte, et à quel point tu vas aller justement sur du why long terme. Est-ce que tu en parles énormément? Est-ce que tu en parles beaucoup? Est-ce que tu vas être seulement sur le, le moment aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est dans la boîte? Ouais. Ça dépend à qui tu parles en réalité. C'est-à-dire que déjà, tu soulèves un point que beaucoup plus d'entrepreneurs devraient faire, c'est trouver son why. Pourquoi je fais cette boîte? En quoi c'est mon projet de vie? En quoi ça m'excite tous les matins? En quoi je veux résoudre ce problème? En quoi ce problème m'énerve tellement que je suis prêt à lui donner 10 ans de ma vie? Ce genre de choses. Mhm. Ça, tous les entrepreneurs devraient plus le faire. Et quant à ça derrière, c'est facile de bien vendre parce qu'en fait, tu touches à des choses qui sont, tu vois, qui sont le ventre, la flamme. Et si tu t'attaques à un truc qui vraiment te prend aux tripes, en fait, être convaincant, c'est facile, hein, parce qu'en fait, t'es tellement énervé par le problème que vouloir le défoncer, c'est facile. Et du coup, ton why, bah, la réalité, c'est que ça va dépendre à qui tu vas le vendre. Je pense que des cofondateurs et des employés, il faut que tu leur vendes ton why. Parce que tu les embarques dans un bateau où, à minima, ils vont investir 2 à 3 ans de leur vie, au mieux 5 à 10 ans. Ou plus, hein, mais on s'entend. Mhm. Là où un client, faut quand même beaucoup plus être empathique et quelle proposition de valeur réelle tu peux lui faire percevoir. Qu'est-ce que Mhm. tu vas lui faire gagner? Ton why, au fond, c'est une cherry on the cake, mais il s'en fout un peu. Un investisseur, bon, ils peuvent tous dire que maintenant ils font de l'impact et tout. D'accord, un investisseur, c'est héroïste. Un investisseur, il va te demander c'est quoi ton plan à 18 mois et comment moi, à 5 ans, je vais faire un x10. Donc, Mhm. le storytelling s'adapte aussi en face de Kita. Ok. Super intéressant. En vrai, merci Maxime, déjà pour tout ce que tu nous as partagé. Il y a eu énormément de valeur et c'est ultra important ce que tu as dit, parce qu'on a dit au tout début que avant de faire du gros, avant de mettre en place plein de hacks et du vouloir générer la croissance, poser les fondations, poser les bases, poser le why, poser le storytelling, c'est quand même le Ouais. plus important, parce que sinon on n'avance pas. Et je voulais te poser une dernière question que j'ai l'habitude Ouais. de poser, c'est est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? Donc ça peut être un conseil sur le storytelling, ça peut être un conseil business, entrepreneuriat, ce que Mhm. tu veux. Grave. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit que j'ai adoré. Tu as dit, en fait, c'est pas du gros hack qu'il faut faire, c'est du brain hack. Mhm. Et en fait, ça m'a fait penser à un truc, c'est que tous les entrepreneurs que je vois réussir, avec qui on travaille bien à The Secret Company, leur secret, et c'est vraiment enfin, ça peut paraître un secret de polichinelle, mais ce n'est pas un, mais ils se forment.
ils achètent ils hésitent pas à acheter des formations à 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. J'ai vu des personnes changer en 24 heures parce que avant les 24 heures, elles comprenaient pas leur marché, elles comprenaient pas le jeu auquel elles jouaient, elles comprenaient pas leur métier. Elles achetaient une formation américaine, je sais pas, au funnel marketing ou j'en sais rien, hein, une formation, celle dont tu as besoin en fait, et 24 heures après, elles étaient plus le même entrepreneur, elles étaient plus la même personne, elles savaient où elles allaient, elles savaient comment le faire, elles savaient comment gagner. Et au fond, les gros hackings, les machins, on s'en fout un peu. C'est pas ce qui te fait gagner. Comment tu gagnes? C'est en se formant soi-même et en se brain hackant. Le vrai hack, c'est en remplissant ton cerveau. Et vraiment, genre, c'est lambda, mais c'est le vrai secret. Tu veux réussir, forme-toi à ce dont tu as besoin d'apprendre pour gagner. Magnifique, c'est des très belles paroles. Merci à toi, Maxime, c'était trop cool. Très bel épisode. Je te dis à très vite, on peut te contacter du coup sur LinkedIn. Je pense qu'on peut t'envoyer des petits messages, même si ton inbox doit être quand même assez rempli, t'es assez chargé quand même, et que t'as plein de business à gérer. Mais en tout cas, je te dis à très vite, prends soin de toi, et ciao. Salut Alexis, merci. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.